Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de Business Africa. Je suis Ndé Ayoka. Voici le sommaire. Le Mali veut son or. Face aux géants miniers étrangers, Bamako resserre son contrôle et exige des milliards d'impôts et dividendes impayés. La Tanzanie, elle, accélère son secteur minier avec l'objectif d'explorer 50% du territoire d'ici 2030, mais aussi de renforcer emploi et infrastructures. Au Zimbabwe, l'immobilier devient une valeur refuge face à l'incertitude économique, attirant de plus en plus d'investisseurs malgré des prix élevés. Le Mali veut reprendre la main sur son secteur aurifère et exige des comptes des multinationales minières. Fiscalité ou souveraineté, jusqu'où ira ce bras de fer ? Le Mali, l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, fait face à un défi majeur dans son secteur minier. Depuis plusieurs mois, le gouvernement malien intensifie ses actions contre les compagnies minières étrangères accusées de fraude fiscale. Le 10 novembre 2024, l'arrestation du PDG de Resolute Mining, Terence Holohan, ainsi que 2 autres employés, a illustré cette montée en puissance des autorités. Le gouvernement malien chercherait à récupérer entre 300 et 600 milliards de francs CFA d'impôts et de dividendes impayés, notamment auprès des géants miniers comme le canadien Barrick Gold. Dans ce contexte, l'augmentation de la part de l'État dans les projets miniers fait partie de la stratégie gouvernementale. Cependant, cette évolution comporte des risques. Un spécialiste du secteur met en garde contre les conséquences de ce changement. Alors, le premier risque qui est évident pour tout le monde, c'est la diminution des investissements étrangers. Dans d'autres secteurs, enfin, des investisseurs peuvent se dire, aujourd'hui, à tout moment, les règles peuvent changer et peuvent changer, pas à notre avantage, et donc ça peut ralentir, diminuer les investissements. Une telle politique de renégociation des contrats peut nuire à la confiance des investisseurs et certains experts soulignent qu'il est crucial de créer un cadre favorable pour que l'augmentation de la part de l'État soit acceptable par les entreprises. Je travaille toujours dans le domaine des mines depuis des années. Je sais que les compagnies minières ne sont pas fermées à la négociation. Donc les 30%, ce n'est pas vraiment ça le problème. Mais qu'est-ce qu'on crée comme condition autour de ces 30%? Pour que cette politique fonctionne, l'État doit augmenter sa part et soutenir des initiatives comme l'exploration minière pour la justifier. Le Mali est-il sur le point de nationaliser ses mines d'or? Une question controversée qui pourrait redéfinir les relations entre l'État et les multinationales présentes dans le pays. L'économiste Boubacar Malalba est avec nous pour analyser la situation. Bienvenue dans Business Africa. Avec un code minier récemment révisé, le Mali augmente sa part dans les projets miniers. Quels avantages et quels risques? Il y a un problème que les États doivent prendre en considération. C'est la qualité de leur signature. Vous savez, ces groupes-là, ils se parlent. Et quand ils vont dans un marché, ils demandent toujours à d'autres, est-ce que vous avez des informations sur les autorités actuelles? Et quand vous êtes comme ça dans une dynamique à remettre en cause un certain nombre d'accords, c'est votre signature que vous dégradez. Ça veut dire qu'il va arriver un moment donné où les investisseurs n'auront plus confiance en disant c'est risqué de mettre nos billes dans ce pays-là. Donc, ils risquent de tomber sur des aventuriers au lieu de tomber sur des sociétés qui sont relativement bien établies. Quand je vois la répartition dans le capital où c'est 80-20, moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas si c'est la règle dans ce genre de domaine-là, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas exploiter un bien d'un pays et avoir 80% des parts dans l'entreprise. Surtout que c'est l'or. Vous savez, le problème de l'or, c'est qu'il n'y a pas de TVA en tant que tel sur l'or. La TVA, c'est l'artisanat qui le crée. Donc, il faut déjà savoir, dans cet or-là, quelle part revient à l'artisanat malien pour permettre de travailler et créer de la richesse. C'est ça qui crée le développement. Comment analysez-vous l'escalade du gouvernement malien contre les multinationales, notamment avec l'arrestation du PDG de Resolute Mining? Tant que les deux parties trouveront leur intérêt, ils trouveront toujours un terrain d'entente. Mais il y a la méthode aussi qui est très importante. C'est depuis 2016 qu'il y a eu des négociations. Elles devaient aboutir en 2019. Ils avaient déjà un préaccord avant le putsch. C'est une tendance du gouvernement malien à vouloir récupérer
l'exploitation de ces mines. Le problème du gouvernement malien, c'est qu'ils sont dans une stratégie de souveraineté nationale et ils savent très bien que ce genre d'action envers leur population, ben, ça leur parle. Et quand ils voient qu'il y a un gouvernement malien qui tape sur les Blancs, excusez-moi du terme, ça fonctionne, ça parle. Mais c'est bien hein, en termes de com'. Mais derrière, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais encore, on n'a qu'une partie du problème. Comment les sociétés européennes ont réagi? Est-ce que les sociétés occidentales ne sont pas arrivées en donnant de leçons et qu'ils ont exaspéré les autorités maliennes qui ont décidé de taper du poing sur la table? N'oubliez pas que les Russes sont payés aussi en or. Et donc, qui dit pas aussi derrière que on veut prendre Jean pour habiller Paul? Avec l'augmentation de la participation de l'État dans les mines jusqu'à 35%, pensez-vous que le Mali s'achemine vers la nationalisation du secteur? Je pense que le Mali doit avoir ses propres, pas une société nationale, mais prendre des acteurs nationaux, 2 ou 3 acteurs nationaux, et quitte à ce que ces acteurs nationaux s'allient, par exemple, avec des Canadiens, avec des Australiens. Mais en fait, il faut créer des champions nationaux. Il faut qu'on arrête d'avoir des champions étrangers chez nous. On reconstruit systématiquement le schéma économique que nous avons hérité de la colonisation. Un pays dont un quart de son budget national dépend de l'or et les 3/4 de son exploitation, c'est l'or, je pense qu'il est quand même grand temps que les Maliens pensent à créer leur propre grande société minière qui va exploiter l'or malien. Parce que le Mali est quand même un des premiers producteurs au monde d'or. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une grande société. Monsieur Malalba, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Après le Mali, qui renforce sa mainmise sur son nord, cap sur la Tanzanie, qui s'engage à renforcer son secteur minier avec une transformation locale des ressources. Le gouvernement tanzanien entreprend une étude nationale de toutes ses ressources minérales. Cette recherche sera complétée par la création d'installations de transformation, ce qui augmentera la valeur des richesses minérales du pays. Le gouvernement actuel est déterminé à continuer de soutenir la recherche économique. Notre ambition au sein du gouvernement est d'accroître le financement de la recherche et l'investissement dans les infrastructures qui la soutiennent. Le ministre des Mines, Anthony Mavunde, indique que seulement 16% du territoire tanzanien a été exploré pour la prospection minière. Malgré cela, le secteur contribue déjà de manière significative au PIB. Le gouvernement vise une couverture de 50% d'ici 2030. Les statistiques gouvernementales indiquent que l'emploi dans ces secteurs a considérablement augmenté au cours des 3 dernières années, avec plus de 16 000 postes créés dans les opérations minières de grande et moyenne envergure d'ici à 2025. Les exportations de minéraux de la Tanzanie incluent l'or, le lithium, l'étain, l'hélium, le nickel, le cobalt, le titane, le cuivre, l'aluminium, le niobium et les terres rares. Notre objectif est qu'en 2025, le secteur minier contribue à au moins 10% de notre PIB. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes déjà à 9,1%. L'exploitation minière artisanale soutient déjà environ 1,5 million de personnes. En misant sur la recherche et le traitement local, le gouvernement vise à stimuler la croissance économique et la durabilité. Avec un déficit de plus de 2 millions de logements, le Zimbabwe voit l'immobilier comme une solution aux besoins de son marché. Découvrons ensemble les défis et les opportunités. Au Zimbabwe, malgré les prix élevés de l'immobilier, de plus en plus de personnes investissent dans ce secteur pour protéger leur patrimoine. Face à l'incertitude de la monnaie ZiG et aux mauvaises performances des investissements traditionnels, l'immobilier devient une valeur refuge pour préserver et faire croître son capital. Quand nous avons commencé cette activité, les terrains valaient environ $20 le mètre carré, soit moins de $100 000 l'acre. Aujourd'hui, certains terrains se vendent jusqu'à $800 000 l'acre.
En 15 ans, si l'on passe de 50 000 $ l'acre à 2 millions, c'est un signe de bonne santé du marché. Les Zimbabwéens savent que l'immobilier est aujourd'hui la clé de la richesse transgénérationnelle. Avec plus de 5 millions de Zimbabwéens vivant dans la diaspora, les transferts de fonds annuels dépassent 1,6 milliard de $, contribuant ainsi à environ 14% des devises étrangères du pays. Une grande partie de ces fonds est destinée à l'immobilier. Beaucoup de gens sont aveuglés par la politique du pays. Cependant, nous constatons un fort intérêt de la diaspora qui investit dans l'immobilier au Zimbabwe car ils en perçoivent les rendements. Le Zimbabwe fait face à un déficit de plus de 2 millions de logements, ce qui représente une opportunité que les propriétaires immobiliers saisissent pour répondre à la demande et générer des rendements substantiels. Il y a un énorme retard et les terrains avec titre foncier sont rares. Cette pénurie de terrains disponibles contribue à la flambée des prix de l'immobilier. Faut-il encore que l'offre s'adapte? Mais l'immobilier au Zimbabwe semble bien parti pour répondre aux besoins croissants du marché. Business Africa, c'est terminé. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.